Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier la bibliothèque d'Alexandrie, fondation, rayonnement et destruction. Donc, la bibliothèque d'Alexandrie est bien sûr la plus célèbre bibliothèque de l'histoire. Elle est l'une des grandes bibliothèques royales de l'époque hellénistique, à l'image de celle de Péla dans le royaume de Macédoine, de Pergame dans le royaume attalide et d'Antioche dans le royaume séleucide. Véritable conservatoire de l'hellénisme, la bibliothèque a attiré les plus grands intellectuels des époques hellénistiques et romaines. Elle a comporté jusqu'à 400 000 rouleaux de papyrus relatifs aux œuvres littéraires et scientifiques grecques. Alors, les circonstances exactes et la date de la disparition de la bibliothèque demeurent inconnues, ce qui confère un parfum de mystère à la plus grande perte de savoir de l'histoire. Alors, je dois aussi souligner à titre personnel que la reconstitution d'Alexandrie et la découverte de la bibliothèque dans Assassin's Creed Origins a été pour moi un grand moment d'émotion et je vous propose donc en guise d'illustration quelques photos que j'ai prises dans le jeu. J'utiliserai également à bon escient quelques images générées par Dali pour les événements manquant de sources iconographiques. Dali qui est bien sûr une IA qui génère des images à partir d'un texte. Alors, voyons maintenant euh, les origines. Alors, en 331, Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, entre en Égypte, où il est bien accueilli par les élites indigènes, bien heureuses de chasser les Perses. Alors, il est proclamé pharaon et fils de Zeus Amon par les oracles de Siwa, et il décide de fonder une ville nouvelle, Alexandrie, marquant sa volonté civilisatrice. Alors certes, c'est une Alexandrie parmi la vingtaine d'autres recensées en Asie, mais son destin sera exceptionnel. Alors Plutarque raconte qu'Alexandre projette de construire une ville en Égypte et rêve d'Homère qui lui parle de l'île de Pharos, sachant que cette île est évoquée dans l'Odyssée. Pharos qui a donné le nom du phare. Alors, selon la légende, Alexandre serait allé voir à son réveil cette île et aurait commencé à tracer les contours de la cité à l'aide de farine. Alors, plus prosaïquement, Alexandre confie à Dinocrate de Rhodes la construction de la ville, conçue sur un plan en damier, dit plan hippodaméen, donc du nom d'un architecte, Hippodamos de Milet, avec de larges avenues se coupant à angle droit. Alors après la mort d'Alexandre en 323, Ptolémée, l'un de ses principaux généraux et homme de confiance, reçoit l'Égypte. Alors devenu roi en 305, le diadoque s'attache à faire d'Alexandrie la capitale culturelle du monde grec, amène de supplanter Athènes. Alors, à partir de Ptolémée II, Alexandrie gagne ses lettres de noblesse avec le début de la construction de la bibliothèque, du musée et du phare. Le phare qui est l'une des 7 merveilles du monde antique, recensées par Diodore, phare qui est bien sûr aussi disparu à tout jamais. Voyons maintenant la fondation proprement dite. Alors, le fondateur officiel de la bibliothèque est Démétrios de Phalère, donc qui est un ancien disciple d'Aristote et qui a été tyran d'Athènes de 317 à 307. Il finit par être chassé par son homonyme, donc Démétrios Poliorcète, le fils d'Antigone, et il finit donc par s'exiler à Alexandrie. Donc en 288, il persuade Ptolémée de faire construire un édifice qui rassemblerait toutes les œuvres historiques, poétiques et philosophiques connues. Le roi fait donc d'abord construire le musée d'Alexandrie, c'est-à-dire le palais des Muses, qui abrite donc des activités d'enseignement et de recherche, ainsi qu'une bibliothèque qui lui est attenante, donc la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui est au départ en fait une annexe du musée. Donc cette bibliothèque est dédiée à l'invocation des 9 muses, les filles de Zeus, donc elles sont les déesses des arts, et les noms des livres d'histoire d'Hérodote d'ailleurs. Alors, le musée et la bibliothèque sont situés dans le quartier du Brouchion, près des palais royaux. Donc la construction s'est achevée sous Ptolémée II,
Le véritable organisateur de la bibliothèque est le poète Callimaque de Cyrène, qui est d'abord venu à Alexandrie comme simple professeur. Alors, voyons maintenant le fonctionnement de la bibliothèque. Alors, son objectif premier est de rassembler l'ensemble du savoir universel. Ptolémée II aurait demandé aux rois et aux princes du monde entier qu'ils envoient les œuvres de toute catégorie pour qu'elles soient traduites en grec. Il aurait fixé un objectif de 500 000 volumes, principalement sous la forme de rouleaux de papyrus, même si on peut aussi trouver des tablettes d'argile, voire des rouleaux de parchemin. Là, la constitution du fonds s'opère d'abord par achat, mais aussi par saisie, voire même par ruse. Et Ptolémée aurait ainsi demandé à tous les navires faisant escale à Alexandrie de permettre que les livres contenus à bord soient recopiés et traduits. La copie est alors remise au navire et l'original conservé par la bibliothèque. Alors, ce mode d'acquisition, donc dénommé le fonds des navires, est l'ancêtre du dépôt légal, reconnaissant le livre comme patrimoine commun. Alors, le fonds s'enrichit également par la copie d'exemplaires acquis ou prêtés. Le livre est alors considéré comme un instrument de pouvoir au service de la royauté. L'esprit de cette politique est poursuivi par les autres souverains lagis. Alors, Ptolémée V interdit même l'exportation de papyrus égyptiens afin que la bibliothèque d'Alexandrie n'ait plus de rival. Alors, la bibliothèque n'a de cesse d'accroître sa collection. À ses débuts, le nombre de volumes est estimé à 400 000 et jusqu'à 700 000 au temps de Jules César. Alors, Marc-Antoine aurait par ailleurs donné à Cléopâtre les 200 000 volumes, presque tous d'ailleurs des exemplaires uniques, appartenant à la bibliothèque de Pergame, qui est alors sa grande rivale. Alors, il s'agit de compenser les pertes occasionnées par l'incendie survenu à l'époque, qui a touché un dépôt de livres dans le port, et non d'ailleurs la bibliothèque, comme parfois avancé. Alors, voyons maintenant les travaux menés au sein de la bibliothèque. Alors, la bibliothèque est dirigée par de grands érudits. On peut citer Zénodote, Apollonios ou Ératosthène parmi la dizaine de noms recensés. Donc ils sont personnellement choisis par le roi parmi d'autres candidats. Donc une attention particulière est accordée à l'édition des grands classiques de la littérature grecque, notamment des poèmes homériques. Et d'ailleurs, afin de proposer une édition du texte la plus fidèle possible, les vers à l'authenticité contestée sont marqués d'un trait horizontal placé à gauche du vers. Donc c'est d'Alexandrie que viendra, on va dire, la version classique de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors, je parlais d'Ératosthène, c'est le même qui est parvenu à calculer la circonférence de la Terre à 700 km près. Car oui, au solstice d'été, le soleil frappe simultanément Syène et Alexandrie, donc deux villes d'Égypte, mais leurs ombres présentent des angles différents. En comparant les angles et en les rapportant à la distance séparant les deux villes, il en déduit que la planète mesure 250 000 stades, soit 39 375 km. Alors il y a aussi des travaux qui sont menés en astronomie. La bibliothèque contient ce que les Romains appelleront plus tard une sphère armillaire. Donc cet appareil d'observation détermine l'emplacement des corps célestes autour de la Terre, qui est considéré alors comme le centre de l'univers. Et donc la position est déterminée en faisant correspondre les anneaux de latitude et de méridien à la position du Soleil ou d'une étoile. Alors, c'est également au sein de la bibliothèque qu'à l'instigation de Ptolémée II sont traduits en grec les 5 premiers livres de la Bible hébraïque que les Juifs appellent la Torah. Donc cette version traduite est appelée la Septante, car selon la légende, 72 traducteurs, soit 6 de chacune des 12 tribus d'Israël, auraient été chargés de ce travail. Alors, il convient tout de même de remarquer que la Septante n'est pas reconnue comme étant canonique par le judaïsme. Alors, il y a un directeur, Callimaque, qui entreprend de classer l'énorme quantité de volumes de la bibliothèque et rédige le premier catalogue raisonné de la littérature grecque.
Alors, ces tables, ou pinakès en grec, classées par ordre alphabétique, couvrent quelques 120 rouleaux de papyrus, et seuls quelques fragments, cités par des auteurs plus tardifs, nous sont parvenus. Voyons maintenant la concurrence et le déclin. Alors, au début du IIe siècle avant notre ère, le roi Attalide Eumène II fonde la bibliothèque de Pergame et en fait une grande rivale à la bibliothèque d'Alexandrie. Donc cette concurrence aurait pu stimuler le développement de la bibliothèque d'Alexandrie tout autant que l'affaiblir, sachant qu'à l'époque, les Ptolémées sont en pleine décadence. Alors d'ailleurs, à la même époque, les Lagides ou Ptolémées fondent une annexe à la bibliothèque dans le grand temple dédié à Sérapis, donc la divinité syncrétique. Donc cette bibliothèque, destinée aux simples lecteurs, abrite près de 42 000 rouleaux. Alors sous Ptolémée V, les tensions avec la bibliothèque de Pergame atteignent leur sommet. Ptolémée V décide d'arrêter les exportations de papyrus qui sont essentielles au bon fonctionnement de la bibliothèque de Pergame. Donc en réponse, les Pergamiens améliorent la technique du parchemin, créé à partir de la peau de jeunes animaux, notamment d'agneaux. Et d'ailleurs, le mot parchemin signifie littéralement peau de Pergame. Donc les parchemins sont plus solides que le papyrus, mais aussi beaucoup plus chers. Alors, les deux institutions se disputent aussi sur la question de la possession des textes anciens. Et n'hésitent d'ailleurs pas à recourir au service de faussaires, par crainte que la rivale ne se fournisse en faux la première. Alors il y a un autre aspect aussi de cette rivalité qui réside dans la lecture des textes. Donc à Alexandrie, les bibliothécaires sont réputés pour leur analyse grammaticale très pointue, voire même pointilleuse, tandis qu'à Pergame, ils se contentent plutôt d'analyses sur le fond des textes. Alors, vers 145, Ptolémée VIII, donc qui connaît une forte contestation de la part des Alexandrins, décide d'expulser les savants de la ville. Alors oui, c'est le même Ptolémée VIII qui a assassiné son propre fils de 12 ans pour le dépecer et envoyer ses restes dans une caisse à sa mère. Donc sa mère qui est aussi la sœur de Ptolémée VIII. Ambiance chez les Lagides. Donc Ptolémée VIII nomme d'ailleurs un militaire comme directeur de la bibliothèque, ce qui laisse supposer, bien sûr, que le fonctionnement de la bibliothèque a pu être, on va dire, interrompu, pendant un certain temps tout au moins. D'ailleurs, on pense que des volumes auraient pu être emportés par des savants, loin d'Alexandrie. Alors d'autres pertes aussi auraient pu être causées par des pillages, ou par l'absence de surveillance. Et donc en 86 avant notre ère, la bibliothèque retrouve sa place après le sac d'Athènes, donc par Sylla, le dictateur romain, qui fait venir des érudits athéniens à Alexandrie. Alors, voyons maintenant le thème de la destruction. Alors, les sources sont très limitées au sujet des circonstances et de la date de sa destruction, et il existe de nombreuses spéculations, théories et controverses, et les historiens ne sont pas du tout certains de la façon dont la bibliothèque aurait pu être détruite, sachant qu'aucune trace matérielle de la bibliothèque n'a été identifiée, aucune fondation. Donc il existe de nombreuses théories, j'en ai relevé 6, on va ici les résumer. Donc première théorie, la guerre civile entre Jules César et Pompée. Donc en 47 avant notre ère, les troupes de Jules César incendient la flotte d'Alexandrie et le feu se propage aux entrepôts, ce qui aurait pu détruire une partie de la bibliothèque. Mais on peut remarquer que Cicéron et Strabon notamment ne mentionnent pas la bibliothèque dans leur récit de ces événements, ce qui paraît tout de même étonnant. Donc il s'agirait plutôt d'un dépôt de livres, soit tout de même 40 000 rouleaux de papyrus, destinés, on le suppose, à l'exportation. Par ailleurs, les preuves documentaires montrent que la bibliothèque est encore très active plusieurs décennies après l'expédition de César en Égypte. Donc je pense qu'on peut mettre cette théorie de côté.
Deuxième théorie, les massacres à Alexandrie commis par Caracalla. Donc en 216, l'empereur de la dynastie des Sévères réprime la population alexandrine qui préfère d'ailleurs son frère Geta. Donc de nombreux monuments ou édifices sont démolis, mais les données historiques manquent en ce qui concerne le sort de la bibliothèque. Et d'ailleurs, Alexandrie commence son déclin à cette époque. Troisième théorie, le conflit entre l'empereur Aurélien et la reine Zénobie de Palmyre. Donc, vers 273, les Romains mènent campagne en Égypte contre les Palmyréniens, Palmyre, cité de Syrie, mais l'ampleur des destructions à Alexandrie n'est pas connue. Donc c'est une hypothèse possible, mais on a peu de traces. Quatrième théorie, intéressante celle-ci, les conflits entre païens et chrétiens. Donc cette théorie voudrait que la bibliothèque ait disparu au cours d'une émeute dans le contexte de querelles religieuses. Donc, bien voir qu'en 391, l'empereur Théodose promulgue un édit qui interdit les cultes païens et ordonne la fermeture des temples. À Alexandrie, cette mesure est très mal perçue par la population païenne qui organise des émeutes. Et au cours de ces émeutes, le temple de Sérapis, donc le Sérapeion, qui est l'un des grands centres religieux et culturels de la ville, est incendié et détruit par les chrétiens fanatisés. Cette destruction aurait pu avoir un impact sur la bibliothèque parce qu'elle est située à proximité du temple. Cinquièmement, l'hypothèse du raz-de-marée, en tout cas celui de 365. Donc Alexandrie a été frappée par plusieurs séismes et raz-de-marée durant l'Antiquité tardive. Donc le plus grave de ces tsunamis s'est déroulé précisément le 21 juillet 365. La catastrophe est racontée en détail par l'historien Ammien Marcellin dans son Histoire romaine. Donc c'est l'un des plus grands raz-de-marée jamais enregistrés de mémoire humaine, et il a été causé par un séisme de magnitude entre 8 et 8,5 qui s'est produit près de la Crète. Donc le séisme a provoqué un énorme raz-de-marée qui a frappé les côtes de l'Égypte, mais aussi d'autres pays méditerranéens. Les vagues ont atteint une hauteur de 10 à 15 mètres et elles ont submergé une grande partie de la ville, inondant les quartiers résidentiels et les bâtiments publics. Les chroniqueurs décrivent avec effroi les bateaux retrouvés au sommet des édifices. Certains historiens modernes estiment que ce raz-de-marée aurait pu causer la mort de 50 000 personnes en Égypte. Il a probablement été fatal au tombeau d'Alexandre, du moins à la momie, et peut-être aussi, on le suppose, à la bibliothèque, sachant qu'elle se trouve non loin du rivage, en tout cas près du port. Sixième et dernière théorie, la conquête arabe de l'Égypte. Donc vers 1200, l'historien arabe al-Baghdadi impute la destruction de la bibliothèque au calife Omar, qui aurait donné en 642 l'ordre de détruire la bibliothèque. Alors, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été menées par les historiens modernes à ce sujet, mais on reconnaît tout de même un manque de documents et de témoignages probants qui corroborent ce récit, qui est d'ailleurs cité par aucun autre historien, qu'il soit musulman ou chrétien. Alors, on peut supposer que ce récit a été fait pour des raisons d'abord politiques, et il y a même une hypothèse qui dit que ce serait un faux fabriqué par les croisés afin de discréditer les Arabes. Alors, la destruction de la bibliothèque par les troupes musulmanes est souvent contredite, mais certains historiens pensent qu'en fait la bibliothèque aurait pu être reconstruite après notamment le raz-de-marée dont on a parlé, et que finalement elle aurait été incendiée, donc définitivement détruite lors de la conquête arabe. Ça reste possible. Alors, en général, les historiens estiment qu'Alexandrie a bien été détruite lors des invasions arabes, mais il est fort probable en fait que la bibliothèque d'Alexandrie n'existe déjà plus à cette époque, sachant évidemment que les Arabes vont fonder dans le même temps le Caire. Donc finalement, il est difficile de savoir avec certitude les circonstances de la destruction, mais il est probable qu'elle soit due à une combinaison de facteurs plutôt qu'à un seul événement, même si moi, personnellement, je retiens l'hypothèse du raz-de-marée qui expliquerait aussi d'ailleurs la disparition du tombeau d'Alexandre. Alors en guise de conclusion, je vais terminer quand même sur une note, on dira, optimiste. C'est parce qu'on peut noter qu'en 2002, donc dans le cadre d'un projet commun conduit par l'UNESCO et l'État égyptien, la Bibliotheca Alexandrina, donc une bibliothèque qui est consacrée au monde méditerranéen, a été construite approximativement
à l'emplacement de la bibliothèque antique. Alors, elle est censée pouvoir accueillir 8 millions d'ouvrages. Alors, ça la met quand même loin de la bibliothèque du Congrès, hein, avec ses 34 millions d'ouvrages, donc la plus grande bibliothèque du monde, ou de la BNF, hein, avec ses 20 millions d'ouvrages. Alors, tout ça n'empêche pas qu'il y a eu des polémiques, hein. Le projet a été critiqué donc, pour son coût pharaonique, c'est le cas de le dire, pour des affaires de corruption, notamment dans le cadre du chantier mené par une entreprise britannique, pour son design et son influence occidentale trop prononcée. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque de l'antique Alexandrie restera dans la mémoire collective comme la première tentative de réunion du savoir universel. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.